Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau regard croisé au Hub des territoires, le lieu de valorisation des réussites territoriales de la Banque des territoires. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce regard croisé avec Vianette Delourme qui va se présenter juste après. Mais peut-être un tout petit mot d'introduction pour vous dire pourquoi, pas pourquoi cet événement, mais pourquoi on a commencé à travailler ensemble sur la question des récits de territoire. Pour ceux qui sont familiers des événements précédents qu'on a pu organiser sur la question des tiers-lieux, ça fait maintenant plusieurs années que la Banque des territoires accompagne en fait ce phénomène de société quasiment maintenant. Et qu'on parle beaucoup parce qu'on est avant tout un établissement financier, de modèles économiques, de modèles juridiques, de structuration. Et on s'est dit qu'il était important à un moment de pouvoir raconter aussi ce que tous ces lieux produisent sur les territoires et qu'est-ce que concrètement ça provoque, comment ça anime et comment ça fait vivre aussi un territoire. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller marcher. Vianney en parlera mieux et plus que moi. Et donc, on a organisé des balades dans les territoires pour aller de lieu en lieu et voir comment un archipel ou un réseau de tiers-lieux sur un territoire pouvait améliorer la pratique du territoire, pouvait créer de la cohésion et comment tout ça pouvait se mettre en musique. Et c'est ce qu'on va vous raconter aujourd'hui avec des exemples, des intervenants qui viendront vous raconter comment ils animent, comment ils ont créé ces réseaux sur les territoires. Et puis, on parlera aussi de l'impact que ça a sur les territoires et de comment est-ce qu'on peut mesurer, de qu'est-ce qu'on mesure, comment on le mesure et pourquoi. Voilà. Vianney, je te laisse la parole. Merci Audrey. Alors, oui, c'est bon, le soleil est en train de disparaître. Je cherche un endroit où je n'ai pas le soleil dans les yeux pour vous regarder. Donc, je suis Viannet Delourme, cofondateur du journal en ligne Enlargure Paris. Donc, c'est écrit à l'écran, c'est très bien parce qu'en général, quand je le prononce pas très bien à la française. Enlargure Paris, c'est un journal d'information culturelle grand parisien qu'on a créé il y a une dizaine d'années pour essayer de partager le sentiment métropolitain, l'émergence du Grand Paris d'une manière culturelle. Le Grand Paris était un sujet d'infrastructure, de gouvernance, mais c'était aussi un sujet d'habitants. Et très rapidement, Enlargure Paris, aujourd'hui, c'est 1,5 million de lecteurs par an. Donc c'est une certaine partie de la population du Grand Paris et 80 000 abonnés qui chaque semaine reçoivent une newsletter culturelle qui leur dit quoi faire dans le Grand Paris. Et c'est aussi, et Audrey l'a dit, un rapport au territoire. C'est un média qui propose des randonnées, qui propose des explorations parce que la marche, c'est un très bon moyen de savoir où on habite. Et c'est aussi vrai pour les habitants que pour les experts et les acteurs des territoires. Donc ce journal existe depuis presque 10 ans. Et depuis 7 ou 8 ans, on parle de tiers-lieux. J'ai vérifié avant cette journée. En fait, on a commencé à parler des tiers-lieux très tôt et sans confondre avec les fabriques, sans confondre avec les friches, sans confondre avec les squats. C'est-à-dire, ça fait 7 ou 8 ans qu'il y a l'émergence du terme tiers-lieu. Au début, c'était vraiment un truc pour initier. C'était un mot quasiment inconnu. Mais tout de suite, on s'est rendu compte que c'était des lieux d'importance culturelle pour nos lecteurs. Donc on en a vraiment fait un récit récurrent dans notre journal. Et évidemment, ça nous a permis de couvrir aussi bien les quartiers à 2 chiffres de Paris que la grande et la petite couronne où il y avait effectivement toutes les friches culturelles. Et on a aussi partagé à nos lecteurs très vite, parce qu'il y avait un intérêt, je vous le dis parce que ce sont des sujets d'experts, mais ce sont des sujets pour les habitants, ce sont des sujets pour tout le monde. Et c'est assez important, et c'est un des points de notre rencontre avec la Banque des Territoires. On partageait avec nos lecteurs le fait que les tiers-lieux sont des vrais laboratoires de la ville de demain et que ça concerne les habitants. Et qu'on peut avoir un récit démocratique de ces sujets. La question du foncier, c'est un sujet que les gens comprennent. La propriété, le commun, l'innovation, les nouveaux usages, le travail et l'économie, l'écologie, la solidarité, l'hospitalité, l'hébergement, c'est un peu les mots-clés qu'on retrouve dans notre travail de reportage sur les tiers-lieux. Et puis évidemment, il y a eu l'explosion médiatique de ces dernières années. Ne parlons pas du Covid et de l'effet
de l'effet de loupe, hein, puisqu'on a vu les tiers-lieux devenir des fabricants de matériel d'urgence, les cuisines solidaires, les makers, etc. Donc ça fait quelques années qu'on raconte à nos lecteurs tout ça, mais on a quand même vu une évolution très importante et très rapidement. Cette envie de tiers-lieu s'est diffusée à l'échelle nationale et elle s'est diffusée dans pas mal de couches d'acteurs publics. Mais dans ce laps de temps, on a aussi vu une évolution très forte. On est passé de l'âge de l'urbanisme provisoire et intercalaire, où il n'y avait pas de recette, où tout était possible, où on ne savait pas exactement quel était le modèle, à une époque où on voyait une professionnalisation, un essaimage, un intérêt croissant de la part des collectivités, de l'argent public, parfois même un peu d'argent privé. Et ça s'est passé en 5 ou 6 ans. Donc ça a été assez rapide. On a vu aussi de la concurrence, enfin en tout cas de l'émulation entre les porteurs de projets, des propositions de plus en plus diversifiées, des styles de tiers-lieux, et puis aussi plus d'attentes et d'exigences, à la fois de la part des partenaires, publics et privés, mais aussi de la part des usagers et des habitants. Et puis sans rentrer dans tous les débats sur la sémantique des tiers-lieux, la polysémie du mot tiers-lieu, etc. Puis enfin, un dernier mot sur le contexte. Il a aussi changé pendant ces 5 à 7 ans. Schématiquement, c'est important de le rappeler, dans les années 2010, le phénomène des tiers-lieux, il se développe dans un contexte de métropolisation, de financiarisation du foncier, de digitalisation de la vie sociale. Et c'est vrai que les tiers-lieux répondent à ça, pour partie. Ils sont là pour répondre à une partie de ces enjeux. Les années 2020, et là je ne prends pas beaucoup de risques en le disant, ça va être plutôt a priori une décennie d'urgence sociale, environnementale, économique. Et les tiers-lieux sont attendus sur ce point-là. Donc avec la Banque des Territoires, on a eu envie de raconter ce phénomène avec toutes ses entrées, mais avec un regard de journaliste, et Audrey l'a dit, en allant sur le terrain, en allant rencontrer des acteurs, en allant faire des portraits évidemment d'équipe, parce qu'un tiers-lieu, le lieu c'est un outil, le logiciel c'est l'équipe, et c'est vraiment notre conviction. Et on est parti à la rencontre, on est parti en séminaire, on est parti avec des habitants, faire des explorations de territoire de tiers-lieu et le raconter. Donc tout ça, ça fait une somme. On est parti depuis... Enfin, on travaille ensemble vraiment depuis mars dernier. On est en train de produire un premier cahier de récits de territoire qui sera prêt pour le mois de novembre. On est en train de finaliser les textes. Et on a voulu faire un petit point d'étape avec vous, parler de 2 points qui nous semblaient essentiels, qui étaient la question du réseau et la question de l'impact des tiers-lieux. Parce que finalement, la question qu'on se partage, c'est on attend les tiers-lieux sur des sujets extrêmement importants, de transition sociale et environnementale et économique notamment. Et en même temps, on a envie de les voir encore dans 10 ans. Donc, qu'est-ce qui ferait qu'ils seraient encore là dans 10 ans et qui répondrait à toutes les attentes et toutes les espérances qu'on leur envoie, en fait. Donc, c'était ça l'idée de ces 2 questions et de ce petit rendez-vous ce matin, de ce premier rendez-vous ce matin, pardon, autour de ces 2 problématiques qui sont celles de l'archipel et celle de l'impact. Merci. Pour cette synthèse et puis l'explication de tout le contexte qui nous a amené à aller marcher dans les territoires, en fait. Et puis, on va laisser la parole, du coup, à des porteurs de projets pour nous raconter ce qui se passe dans les territoires. Du coup, on va accueillir sur scène Jean Carinti, cofondateur de l'Ermitage dans l'Oise. Et on a à distance donc Claire de Maison du LICA à Marseille. On a Amandine Largeau du Centième Singe à presque Toulouse, juste à côté de Toulouse, mais elle nous en dira un peu plus. Et Pierre Janot qui anime et coordonne le réseau des tiers-lieux de la Creuse, le réseau TELA, et qui lui est en direct de Guéret. Je vais faire un truc
Je vais reprendre la parole une seconde parce que j'ai juste oublié de dire où on est allé très rapidement. Bonjour Jean. On est allé effectivement voir Amandine à presque Toulouse. On est allé à Marseille, au LICA, voir Claire et l'équipe qui est en train de créer ce tiers-lieu. Et on a sillonné largement Marseille. Et puis on a aussi sillonné la Seine-Saint-Denis autour du 6B où la tournée des tiers-lieux avait fait étape. Il fallait quand même le rappeler. Voilà. Et donc, on a aussi Jean et Pierre qui vont nous raconter des réseaux qu'on n'a pas encore parcourus à pied, mais probablement assez prochainement. On va peut-être commencer par toi, Jean. Bonjour à toutes et tous. Jean, du coup, un réseau peut-être le plus récent. En fait, on t'a mis en premier puisque dans l'ordre chronologique, c'est toi qui es, entre guillemets, le dernier à avoir formalisé ton réseau, qui est d'ailleurs en cours, pour lesquels il y a des signatures qui vont arriver d'ici peu de temps. Donc peut-être on te laisse raconter qu'est-ce que l'Ermitage et qu'est-ce que le réseau qui était en train de finir de formaliser apporte à l'Ermitage et à sa manière de raisonner sur le territoire. Merci Audrey, bonjour à toutes et tous. Alors, très rapidement ce qu'est l'Ermitage. L'Ermitage, c'est un ancien foncier bourgeois de la fin d'après la Première Guerre mondiale. Vous voyez, c'est une maison de style néo-anglo-normand dans un village très rural de l'Oise, limite Oise et Aisne, qui a changé 2 fois de main jusqu'à ce qu'on en prenne la responsabilité. Ça a été un établissement médico-social et très rapidement après la fondation de l'établissement, un centre de formation d'une ONG internationale de développement. On est dans un village de 750 habitants dans l'est de l'Oise, ce qu'on appelle le Soissonnais. Donc il faut imaginer que cette maison, dès le départ, maison de rapport, voulant trouver une place importante, un commerçant, devient un foncier médico-social, donc assez fermé, avec des règles spécifiques, et puis ensuite devient un centre de formation internationale. Vous vous souvenez de la fameuse formule la Corrèze avant le Zambèze à l'époque, donc on ne s'intéressait pas beaucoup aux coopérants internationaux dans l'Oise. Donc la maison, finalement, nous, on l'a reprise pour en faire tout le contraire. Pas en opposition avec les précédents fondateurs, mais pour en faire un lieu vraiment de régénération rurale à partir de 2017. Donc très rapidement, il y a 30 hectares, je pense qu'on peut voir le plan global. Il y a 30 hectares, il y a de la forêt, il y a de la terre agricole, donc c'est un excellent démonstrateur de transition. On a une équipe aujourd'hui de 40 personnes et pour aller très vite à l'essentiel, pourquoi avoir besoin d'être dans un réseau? L'Ermitage est effectivement rentré dans cette grande famille des tiers-lieux qui est complexe à définir, complexe à appréhender exclusivement et elle est surtout un lieu qui a toujours été et qui de nouveau doit être dans beaucoup plus grand que lui. Et nous on l'envisage comme ça le réseau, c'est-à-dire on ne peut pas se suffire à soi-même dans un tiers-lieu. On ne peut pas réussir à se construire collectivement dans un tiers-lieu si on n'est pas dans beaucoup plus grand que soi, dans des réseaux. Donc nous, on a eu un lien avec, bien entendu, les réseaux qui sont aujourd'hui de plus en plus institutionnels, de tiers-lieux, les réseaux de France tiers-lieux, etc., avec un regard toujours un peu critique. Moi, je viens du civil, je viens des ONG, donc on regarde toujours les réseaux institutionnels avec un peu de prudence. Et puis, très récemment, on a monté un consortium avec 2 autres fabriques de territoire et manufactures de proximité qui s'appellent Ambition Transition. Donc on a un lien avec le réseau qui a été créé plutôt à Lille de la compagnie tiers-lieux, mais on a construit un réseau très opérationnel pour nous qui s'appelle Ambition Transition et on le lance là officiellement, on a un financement européen pour ça, on le lance à Guise, au Familistère de Guise, où on est fondateur d'un grand moment international qui s'appelle la Biennale internationale Faire autrement. Donc jeudi matin, 22 septembre, on lance Ambition Transition à Guise. Et je crois que quelques-uns seront présents à Guise pour ce grand moment. Vous connaissez le Familistère. Je pense que c'est probablement le tiers-lieu le plus emblématique de l'histoire européenne. Donc on va y partager le plus grand que soit. Et puis on a aussi des engagements dans des réseaux nationaux. Parce qu'on pense qu'il ne faut pas se contenter d'un réseau sur les tiers-lieux. Donc on est engagé notamment dans le réseau des transitionneurs. Je fais un clin d'œil à Gilles Béraud qui est dans la salle. On a des liens avec des réseaux comme le réseau 3.0. Sur les impacts environnementaux, on est inscrit dans Commune Mesure, donc on a pas mal d'engagements en fait. Et il est important pour nous, je terminerai là-dessus, que l'équipe de l'Ermitage soit impliquée et prenne sa place dans différents réseaux plus grands que le lieu. Et peut-être en complément, avant qu'on passe au réseau suivant, et puis après on aura des questions communes pour l'ensemble des intervenants, mais en termes de discussion sur les territoires,
Est-ce que c'est plus facile quand on est dans un réseau d'aller discuter avec les collectivités locales et qu'est-ce que ça apporte dans le lien avec les citoyens au quotidien? Alors les collectivités, on a un sujet dans les tiers-lieux, c'est les EPCI. Parce que les EPCI ont du mal avec les tiers-lieux parfois, parce qu'ils n'ont pas été fondés par de l'institutionnel. Donc oui, être dans un réseau comme Ambition Transition pour nous, c'est être collectivement en dialogue avec les pouvoirs publics, notamment la région Hauts-de-France, le département de l'Oise et les départements des Hauts-de-France. Donc c'est fondamental. Je crois que l'Ermitage a passé un cap en s'inscrivant dans des réseaux, et notamment dans celui-là et dans d'autres, notamment sur l'évaluation des tiers-lieux comme une mesure. Pour nous, c'est des outils. Donc on est clairement en nécessité, on le pense, d'être dans des réseaux pour pouvoir dialoguer avec les pouvoirs publics et pour avoir un dialogue. Moi, j'ai été formé notamment à la coopération internationale dans un truc qui s'appelait Coordination Sud, qui est quand même un réseau aujourd'hui connu. Hein. Je crois qu'il faut aller vers ce type de culture où on est dans des réseaux pour dialoguer et construire avec les pouvoirs publics les solutions de transition. Vraiment, le sujet pour nous, c'est l'embarquement des citoyens dans les transitions, qu'elles soient d'ordre agroécologique, qu'elles soient dans la construction des bâtiments, dans la gestion du foncier. Donc là, il faut des réseaux. Non, j'ai pas de questions pour l'instant. Tu me regardes, mais non, non. Alors, ceci étant dit, peut-être une question. Vous parlez de réseau comme caisse de résonance, en fait, de dialogue, voire de négociation, un peu de pouvoir. En termes d'articulation sur sur les objectifs de chacun des acteurs, des membres des réseaux, comment ça se passe? Alors là, je vais plutôt faire un clin d'œil à un réseau dans lequel on est rentré qui s'appelle le Rameau, qui est un réseau dans lequel on travaille sur les coopérations territoriales, avec un fondateur qui s'appelle Charles Benoît Ethique. En fait, coopérer, c'est construire forcément des alliances. C'est pas être pareil. Et là-dessus, il y a dans la culture de réseau un fondamental qui est qu'on va devoir faire forcément des compromis. Nous, on a une structure en société coopérative aujourd'hui, avec des sociétés qui sont à l'intérieur de ce groupe. Quand on rentre dans un réseau comme Ambition Transition qui va faire une société coopérative, forcément, on va construire des alliances tactiques et on va travailler ensemble sur qu'est-ce qu'on fait sur le terrain au service de nos missions. Donc, il y a dans le réseau un enjeu, et c'est pour ça que je dis que c'est plus grand que soi, c'est qu'il y a un enjeu d'évolution du projet qu'on porte dans l'alliance dans laquelle on s'inscrit. Merci. Du coup, ça m'inspire une question, mais là pour Claire de Maison, je peux? Claire, est-ce que tu nous entends depuis Oui, Marseille? est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. On ne te verra pas, hein, il y a un petit sujet technique, mais là, on Tout à fait. voit... J'en suis désolée, mais il faudra venir jusqu'à moi à Marseille et je serai ravie, en tout cas, de vous accueillir tous. Alors moi qui l'ai fait pour la Banque des Territoires, je recommande hein, le déplacement chez Claire, enfin en tout cas au LICA. Alors Claire, oui, on vient d'entendre bonjour. Tu es donc tu fais partie de l'équipe des fondateurs du LICA et d'un tiers-lieu à Marseille, dont on voit le schéma. On a l'impression que c'est une maison de rêve au milieu d'un jardin, ce qui est le cas d'ailleurs, mais c'est aussi et surtout le laboratoire d'intelligence collective et artificielle et un tiers-lieu. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, puisque le tiers-lab des transitions est un site en création, là aussi, donc où est-ce que vous en êtes de la création de ce lieu? Alors, oui, bah, déjà pour vous dire un petit mot, en tout cas sur la partie donc le LICA, nous, on est un collectif, pluridisciplinaire où on rassemble à la fois des ingénieurs, des chercheurs, des créatifs, des développeurs numériques. On s'est construit autour d'une volonté de pouvoir, transformer les modèles de gouvernance, de coopération et également de pouvoir, accompagner, on va dire, toute la transition, numérique, mais avec un regard, éthique et on va dire, utile. Et un autre volet important aujourd'hui, on forme en tout cas et les citoyens et les organisations sur tous ces sujets-là. Et un volet qui devient, je dirais, de plus en plus important et dans lequel, je pense, est né ce projet de Tiers Lab des transitions, c'est une capacité à mener de l'ingénierie de projets de transition, ou en tout cas de projets complexes qui nécessitent énormément déjà de coopération et de mise en lien entre des acteurs très différents. Donc c'est vrai que je pense qu'on était un peu, souvent je dis ça, on était un peu un collectif, en tout cas un tiers-lieu intellectuel avant de tenter et d'essayer en tout cas de l'incarner à travers des services ou des propositions qui soient en résonance avec un territoire. Et depuis un an, en tout cas, on s'est attelé à tenter de racheter et de rénover
on va dire la vieille bâtisse, vous envoyez juste une partie sur la photo, pour pouvoir développer un tiers lab des transitions. Comment en effet on peut sensibiliser, former et explorer, continuer en tout cas d'explorer avec les collectivités, les habitants et tout un tas d'autres tiers-lieux, ces questions des transitions numériques, sociales, mais aujourd'hui, j'avoue, on se resserre énormément sur cette question de la transition écologique. Je pense entre ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé cet été, ça va être pour nous aussi un moyen d'accélérer et d'arriver à activer des réelles solutions locales, peut-être à plus petite échelle, mais qui ensuite pourraient être essaimables. Je ne sais pas si je réponds à toute ta question. C'est un début. Et alors la question que je voulais te poser, parce qu'on a écouté Jean nous parler de la question du réseau comme lieu d'alliance, de compromis, de discussion, comme un forum en réalité, d'une certaine manière. Quand nous on est allé te voir et qu'on a par ailleurs avec le hub fait 2 jours de déplacement à Marseille en mode séminaire pour explorer la ville et pour relier à pied un certain nombre de tiers-lieux, on a eu le sentiment qu'il y avait la possibilité d'un réseau à l'échelle territoriale, à l'échelle marseillaise. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans votre paysage, dans vos objectifs? Est-ce que ça existe est-ce qu'il y a une dimension, est-ce qu'il n'y a pas une dimension un peu plus territoriale dans votre façon de faire? Oui, complètement. C'est vrai qu'on est inscrit de fait dès qu'on a commencé à initier le projet. On a été rapidement inséré dans des réseaux, en effet, France Tiers-Lieux, ou même il y a un réseau qui regroupe tous les tiers-lieux et les lieux, parce qu'il y a vraiment des géométries très variables sur tout ce qui est région sud. Mais finalement, on s'aperçoit aussi qu'il y a besoin de coopération par moment sur des plus petits groupes. Déjà à l'échelle peut-être des quartiers nord, ou en tout cas, on va dire, nous à Marseille, on a cette particularité que la ville est en plein développement, qu'il y a plein d'espaces qui sont en train de se transformer. Les tiers-lieux sont très acteurs sur ce sujet, et on l'a vu en marchant en effet d'un lieu à un autre. Donc on s'est regroupés en tout cas de manière déjà un peu plus informelle pour pouvoir échanger sur des pratiques, échanger également sur des modalités de financement, d'acquisition de foncier, sur toutes ces problématiques qu'on avait de territoire. On arrive des fois dans des espaces qui ne sont pas toujours évidents. Comment on pouvait s'entraider et également être en capacité de monter des consortiums et d'être, on va dire, plus légitime, et vous l'avez dit dans la précédente intervention, face aussi à des institutions ou à des collectivités pour être plus visible. Parce que finalement, Marseille a un maillage associatif très important. Mais cette question des tiers-lieux, même si on est de plus en plus nombreux, est assez nouvelle. Il y a réellement besoin qu'on s'interface. Et c'est vrai qu'on s'est vraiment créé un peu main dans la main les uns avec les autres. Et pour donner un exemple, nous, le projet, on a piloté avec notamment Synergie Family, qui est un acteur du social sur Marseille, un projet vraiment de remobilisation de personnes éloignées de l'emploi qui s'appelait Réalise tes rêves. Et on a créé quasiment nos lieux au même moment, et on s'est suivi et accompagné. Et encore aujourd'hui, on s'appelle pour savoir où on en est et à quel endroit on peut en tout cas s'entraider. Donc l'idée d'un réseau plus territorial pour être plus visible, mais aussi vraiment pour développer de la solidarité. Et aujourd'hui, en tout cas, il y en a besoin. Merci beaucoup. Donc on a le sentiment que c'est vraiment presque spontané en fait, la mise en réseau en parallèle au développement à la fois de votre lieu et de vos activités. Alors évidemment dans l'ICA, il y a le terme de l'ICA, intelligence collective et artificielle. Donc vous êtes aussi des spécialistes de l'animation. Donc ça doit sans doute jouer un peu. J'imagine que c'est nécessaire aussi de développer des techniques d'animation de réseau, ne serait-ce que pour que les liens se resserrent, que les bonnes pratiques soient formalisées, ce genre de choses? Tout à fait. Je pense que c'est vrai que le fait qu'on ait déjà structuré quelque chose, c'est vrai qu'on fait office à Marseille un peu de tiers de confiance finalement, sur lequel à la fois des collectivités ou d'autres acteurs peuvent se reposer pour pouvoir arriver à fédérer des personnes. On a développé, on va dire, plusieurs méthodologies, et cette capacité à un moment de se fédérer autour d'une raison d'être un peu plus au-delà de nous-mêmes,
pour en effet sortir chacun de nos logiques un peu après de développement de structures et de développement économique qui sont nécessaires, mais comment on arrive à aller au-delà pour arriver à développer quelque chose qui fait sens et qui fait vraiment office d'intérêt général en tout cas. Et c'est vrai que on s'est vu comme ça, on a vraiment été sollicité à la fois, par exemple, par la ville sur des questions de comment on peut créer une assemblée citoyenne du futur. Donc pareil, ça nous a mis en connexion avec énormément d'acteurs très pluriels. Donc il y a cette idée et cet enjeu aussi de décloisonner des secteurs et même de ne pas rester qu'entre tiers-lieux, d'arriver aussi à faire ce passage d'un monde d'un certain lieu à un autre type de lieu. Il y a besoin de le faire ensemble pour pas qu'on soit juste quelque chose comme un nouveau courant et qui ne se connecterait pas aussi à ce qui s'est déjà fait. On a été aussi un appui pour la métropole sur un sujet sur la qualité de l'air, par exemple. Et là, on a dû fédérer en effet tous les acteurs de la transition écologique. Donc oui, d'avoir des techniques, d'avoir ce réseau-là et d'être repéré pour être ce tiers facilitateur, c'est un plus. Et c'est aussi ce qui nous a donné l'envie d'aller plus loin et surtout de voir la nécessité de créer des espaces de dialogue et de rencontre à échelle humaine et à l'échelle de quartier en tout cas. Merci beaucoup. On continuerait bien volontiers, mais il faut un tout petit peu avancer parce que je vois l'heure qui tourne. Merci beaucoup, Claire. Alors, Amandine Largeau, donc on va faire un petit saut de Marseille au sud-est de Toulouse. Amandine, tu es une des fondatrices et animatrices du 100e Singe que tu vas nous présenter. C'est, si j'ose dire, l'archipel, le tiers-lieu en archipel par excellence, puisque vous êtes un tiers-lieu agricole dans la périphérie de Toulouse et vous faites vivre ensemble un certain nombre de petits bouts de territoire productifs et de travail. Oui, on est un tiers-lieu nourricier en archipel. Donc la particularité que l'on a, c'est qu'on est adossé à un espace test agricole. Et je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, c'est parfait. C'est bon ? Ok. Et effectivement, assez rapidement dans notre histoire, en fait, on s'est étendu en archipel parce qu'on a profité un peu de ce concept qui est assez courant dans les espaces tests agricoles et on l'a étendu à la notion de tiers-lieu parce que nous, notre mission, c'est de recréer une ceinture verte tout autour de Toulouse, d'agir sur cette recréation en territoire périurbain, donc une ceinture verte nourricière et qui soit collaborative. Et donc notre territoire pour nous, c'est la périphérie et c'est ceinturer la métropole. Donc faire ça à partir d'un seul lieu fixe, c'était pas forcément ni très impactant ni très cohérent avec notre vision. Et donc on a conceptualisé, on va dire, cette dimension archipel, c'est-à-dire du coup nous gérons à l'heure actuelle 6 îlots. Un îlot qui a une dimension immobilière avec 800 mètres carrés de bâtiments et 3 hectares de champs, et les autres îlots qui sont des îlots de production agricole. Et nous, notre rôle, c'est d'être vraiment, d'accompagner à la création d'un maximum d'îlots tout autour de Toulouse, d'îlots de résilience, d'îlots de transition agroécologique, et qu'à leur tour, donner les moyens pour qu'à leur tour, les personnes qui sont sur ces îlots puissent mobiliser des dynamiques de tiers-lieux pour faire vivre leur territoire. Bien sûr, on est en multi-réseau, c'est un archipel avec des îlots, avec des immenses îles, avec des îles continents. On est dans les réseaux nationaux tiers-lieux, dans les réseaux Occitanie tiers-lieux. On est aussi administrateur du réseau national des espaces tests agricoles. Donc, bien sûr, pour la dimension réseau, c'est très important pour nous, surtout dans la dimension pair à pair, transférer, partager, recueillir et pouvoir aussi dans ces partages-là pour pouvoir ouvrir un peu des portes à d'autres pour que d'autres puissent passer. Et on est aussi dans des collectifs à un niveau local. Et c'est vrai que l'impact du collectif à un niveau local, effectivement, pour nous, c'est des impacts différents, hein, que ce soit les réseaux au niveau national que les collectifs au niveau local. Et pour rebondir sur les questions qui étaient posées tout à l'heure, effectivement, ça nous permet d'agir beaucoup au niveau des territoires. On est impliqué dans 3 PAT sur 3 intercommunalités différentes. Et ça nous permet de pousser beaucoup plus loin les sujets de transition agroécologique, transition sociale et écologique.
un entretien que tu nous donnais au mois de juin, puisqu'on est allé te voir au moment où vous faisiez un week-end à l'occasion de la tournée des tiers-lieux, vous avez fait un week-end justement de dévoilement, si j'ose dire, des différentes dimensions de votre réseau pour montrer pendant 2 jours dans un site spécifique tout ce que vous faisiez dans tous vos sites. Donc il y avait comme ça un moment d'exposition et de démonstration, de dévoilement, puisque ce que tu nous disais, hein, c'est qu'il était parfois les choses n'étaient pas aussi lisibles et compréhensibles pour tout le monde, et donc il y avait à la fois des experts, des porteurs de projets agricoles qui venaient démontrer leurs techniques, des élus et un certain nombre de partenaires qui venaient à la fois se rencontrer et montrer comment vous travaillez ensemble. Tu avais à ce moment-là indiqué que vous vouliez créer 100 îlots nourriciers. En tout cas, c'était votre horizon. Ça paraît absolument autour de Toulouse, hein. Je t'avais posé la question de l'essaimage à l'échelle nationale et tu m'avais dit non, nous on est territoriaux, on est dans un territoire, mais on a l'ambition de créer 100 îlots. Comment est-ce qu'on fait un réseau, parce que là aussi on peut parler de réseau, avec 100 îlots qui sont a priori plus ou moins indépendants? Comment est-ce que tu nous aiderais à comprendre le fonctionnement de cette énorme ambition? Alors en fait, c'est parce que l'ambition, c'est pas de créer 100 îlots. En fait, nous, on est un peu, on a des réflexions qui sont un peu à l'inverse de la propriété, de l'appropriation. L'idée, c'est de contribuer à l'impulsion de 100 îlots. À l'heure actuelle, il faut savoir que du coup, on contribue à 3 PAT, hein, qui sont pour nous d'immenses îlots qui rayonnent. On accompagne une dizaine de communes qui sont en train de créer des projets qui vont de la régie agricole à la ferme communale. Ça aussi, ce sont des îlots. On a les 6 îlots de production et il y en a 4 autres qui s'ouvrent dans l'année. Donc en fait, c'est beaucoup plus comment est-ce qu'on construit le tiers-lieu comme un tremplin. En fait, on se considère comme vraiment un outil mutualisé commun au service des porteurs de projets qui sont acteurs de la transition et des professionnels, hein, qui souhaitent s'orienter pour ces sujets-là. C'est pour ça qu'en fait, on est une société coopérative d'intérêt collectif, on est coopérative d'activité et d'emploi, on est organisme de formation mutualisé, on joue le rôle d'une CUMA de matériel. Voilà, nous, et on a bien sûr des locaux, des bâtiments, des bureaux que l'on met à disposition de tous ceux qui ont besoin de ces supports-là. En fait, on crée les leviers pour faciliter ces transitions, pour les accélérer et pour que ce soit viable et durable pour tous les acteurs qui individuellement et collectivement mettent beaucoup d'énergie dans des transitions qui sont complexes à mener, faire en sorte qu'on a beaucoup de conviction sur le fait que mutualiser permet de ne pas s'essouffler et de durer longtemps et de maximiser l'impact des personnes. Donc voilà, c'est pas créer 100 îlots, c'est tout faire pour s'émerger. C'est les fédérer, les mettre en réseau d'une certaine manière. Mais merci beaucoup, c'est très clair. Merci Amandine. On va passer à la dernière présentation avant de prendre éventuellement des questions de la salle et aussi les questions que vous pouvez laisser dans le chat de Teams. On va du coup entendre Pierre. Alors, Pierre Jeannot. Oui, bonjour Pierre. Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui, on t'entend super bien. Pierre, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu étais dans un tiers-lieu à Lavaveix-les-Mines. Alors, je suis nulle en géographie, mais c'est quelque part au milieu de la Creuse. Enfin, pas au milieu, au bord. Et en fait, de ce tiers-lieu, de la quincaillerie à Guéret et de 3 autres lieux dans la Creuse est né un réseau que tu animes maintenant depuis plusieurs années, qui est le réseau TELA et qui est, en tout cas à ma connaissance, un des plus anciens réseaux territoriaux de tiers-lieux, qui a fait passer le volume de tiers-lieux de la Creuse de, on va dire, de 4 à 14 maintenant, si ma mémoire est bonne. 20. 20, ah, voilà, c'est oui. L'inflation. Et peut-être du coup, ce qui est intéressant, c'est que tout cet historique de création du réseau, d'animation et de ce que ça implique, tu commences à avoir
beaucoup de recul, en fait, sur ce sujet-là. Et du coup, peut-être explique-nous ce qu'est le réseau TELA, à quoi il a servi, qu'est-ce qu'il a permis de faire, quelles sont ses limites aussi. Et du coup, par rapport aux autres interventions, voilà, quelles sont les nécessités pour un tel réseau en termes d'animation, d'outillage, de tout et de projet. Ok. Vous m'entendez toujours bien? Parce que moi, j'ai quelques coupures de temps en temps. Oui, on t'entend super bien. Ok. Alors du coup, en effet, par rapport à toutes les présentations, en fait, on se retrouve là-dedans, hein. Donc du coup, ce qu'on peut amener en plus, c'est que après, là, on est dans la 7e année de création du réseau TELA. Et le réseau TELA, à la base, comme tu l'as dit, ça s'est créé autour de 4-5 acteurs qui étaient référents de lieux. Et du coup, par défaut, en fait, ce qu'il faut pas zapper, c'est que la porte d'entrée, en fait, de la méthode tiers-lieu, c'est la convivialité. Et c'était le fait de pouvoir reprendre du plaisir à repenser le local, le territoire et le travail autour de moments informels qu'on pouvait se permettre de valoriser. Et du coup, le fait de faire réseau permettait à plusieurs de se désinhiber en disant on aime bien discuter en prenant l'apéro. Ça, c'est important, je le redis, parce qu'en fait, le vecteur culinaire, la bouffe, boire un coup ensemble, ça a permis quand même de retrouver et de rassembler plein de gens. D'ailleurs, on l'a vu pendant la période Covid, le plus insupportable, c'était pas pouvoir côtoyer et toucher son prochain, quoi. Donc là, reprendre un verre avec les gens et pouvoir discuter en mangeant, ça c'est chouette. Donc du coup, qu'est-ce qui a fait réseau à la base? C'est le fait de se dire déjà, dans tous les lieux, il y a un espace de convivialité autour d'un verre. Alors, que ça soit de la tisane ou de la bière artisanale, que ça soit ce que vous voulez. Et puis en fait, prendre le temps en fait de discuter et de se dire que cette discussion-là, cet informel, faisait œuvre de travail et d'évolution. Donc voilà, passons là-dessus. Puisque du coup, les espaces de travail partagés, tout ça dans les tiers-lieux, on est OK. Moi, je pourrais vous dire qu'en Creuse, ils existent parce qu'on dépanne les gens, mais c'est pas ça qui fait tiers-lieu en Creuse. Voilà. C'est pas, comme il l'a été dit, en fait, c'est pas le foncier, c'est pas les murs, c'est pas la toit, c'est pas tout ça. C'est vraiment le fait de se réimpliquer dans une espèce de pérégrination individuelle à l'expérience collective. Parce que du coup, on passe tous en fait de cette espèce de compréhension on est passé du lavoir à la machine à laver, on est passé du cinéma à la télé, ça on l'a tous vu, il n'y a pas de problème. Du coup, c'est quoi aujourd'hui le bon sens commun? Comment est-ce qu'on ramène ce bon sens? Donc voilà, en fait, le réseau, il a commencé à aller là-dedans. Donc en fait, on s'est dit dans la créativité, aujourd'hui, on peut aller chercher parmi les 4, 5, 6, 7 et maintenant 20 lieux, quelles sont les manières de faire, les choses que les gens s'autorisent, se réautorisent, sont prêts à pas réinventer, mais sont prêts à remettre au goût du jour. Voilà, donc en fait, on fait réseau là-dessus. Et je dirais qu'en fait, donc là, on a parlé de solidarité dans le réseau, on a parlé de convivialité et on a parlé d'expérimentation, de créativité. Donc ça, en fait, c'est les piliers. Et aujourd'hui, ça nous donne quoi comme lecture? Ça nous donne à dire que on est dans une société, on s'inscrit dans une économie globale, mais ça, de toute façon, c'est comme, je veux dire, tout le monde le sait. Par contre, qu'est-ce qui se passe sur le territoire? Qu'est-ce que les tiers-lieux ont amené au territoire? Qu'est-ce que le réseau fait pour le territoire? Donc en fait, nous, on parle de porte d'entrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est une vingtaine de lieux sur un territoire qui représente 118 000 habitants. Donc ça doit vous faire un peu marrer, mais nous, on a un département de 118 000 habitants. Donc en fait, c'est une petite couronne de ville, hein. Et donc, du coup, il y a une vingtaine de lieux qui viennent comme ça se disperser sur le territoire. Et du coup, ça, c'est aujourd'hui, pour les gens du territoire et pour les gens qui arrivent sur le territoire, un moyen de rencontrer son local. Et alors, tout à l'heure, je parlais d'expérience individuelle au profit de pérégrination individuelle au profit de l'expérience collective. Si je parle de ça, c'est qu'aujourd'hui, dans les tiers-lieux, en fait, on a un pouvoir d'agir qui permet en fait de retrouver une forme de citoyenneté en s'investissant dans le monde associatif. Mais ça, je veux dire, c'est historiquement connu. Bon, nous, la Creuse, on est une terre de solidarité et l'employeur associatif est démesuré parce qu'il y a vraiment une fuite des services publics qui est évidente. Donc, il y a eu un besoin des citoyens dans la localité de se réorganiser pour recréer en fait les manques, pallier à des choses et surtout réintroduire de la culture, de l'agriculture, du manger-bien et tout ça, quoi. Donc nous, on retrouve tout ça dans les lieux du territoire. Et donc, quand on dit qu'on est porte d'entrée, c'est qu'en fait, de la salle des fêtes à l'adresse de la nounou, on a les clés de tout ça, dans chaque tiers-lieu. Donc on est capable de réaiguiller.
Et du coup, en fait, là, je ne parle pas de dimension régionale, ni nationale, ni internationale, parce que je me dis juste que tout ce qui se passe et qui s'expérimente en local creusois, on fait en fait l'expérimentation de le transmettre dans d'autres territoires ruraux pour qu'il y ait un essaimage. Donc tout à l'heure, Amandine a parlé de pair à pair, il n'y a pas de souci, on est à donf là-dessus aussi. Et du coup, cet essaimage-là de pair à pair permettrait en fait, en micro-révolution, d'intervenir un petit peu partout, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, les collectifs qui ont été cités, les réseaux qui ont été cités, on les suit. Pour certains, on y adhère, mais on travaille aussi beaucoup avec un collectif qui s'appelle les Localos. Et parce que du coup, on parle de développement local beaucoup plus que de développement territorial. Alors, si je fais un distinguo là-dessus, c'est qu'en fait, les politiques publiques aujourd'hui, clairement, quand elles sont écrites au national, quand elles descendent dans la Creuse, elles sont rarement adaptées. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, en fait, à chaque fois, on demande un peu la carte de Joker. Est-ce qu'on peut faire un peu différemment? Est-ce qu'on ne pourrait pas coécrire une politique publique adaptée au territoire? Voilà. Donc, en fait, notre ambition aujourd'hui, et Jean l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est de pouvoir coécrire les politiques publiques et qu'elles soient adaptées au local pour les citoyens, pour les administrés, puisqu'en fait, eux, ils savent ce qu'ils vivent. Et eux, ils savent tellement ce qu'ils vivent que c'est eux qui organisent les tiers-lieux dans la ruralité et qui, du coup, viennent participer à recréer tous les services manquants et à proposer des nouveaux services. Et alors, du coup, il y a ça aussi comme entrée, et je vais peut-être m'arrêter là après, mais le fait de proposer des nouveaux services publics, c'est super chouette. Parce qu'on ne parle pas en fait de faire comme les centres sociaux qui se sont chargés la mule de tout un tas de cahiers des charges à un moment donné. On parle bien en fait de continuer à être affranchi et dans un mode pirate. Mais par contre, on n'est pas contre l'idée de participer à l'outil démocratique. Et donc, je peux finir là-dessus. En fait, le travail de cette année, pour nous, va être d'avoir une com commune. Donc, on va créer une espèce de carte aux pirates de tous les tiers-lieux creusois, avec notre manifeste qui défile derrière vous, ce qui sont les piliers en fait fondateurs du vivre ensemble aujourd'hui. Et on va commencer à questionner les gens des tiers-lieux pour savoir si après 6-7 ans en fait, d'expérimentation, il n'y a pas une carte à jouer sur le kit de l'élu de demain, c'est-à-dire réinvestissez, non encarté, hein, on n'est pas là pour faire de la politique sous cet ordre-là, mais réinvestissez votre municipalité peut-être. Voilà. Peut-être réinvestissez les pouvoirs publics, parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, qui va le faire, quoi? Parce que c'est, en fait, on est militants dans la base, mais on est des militants sociaux. On a une vision du monde. On a une utopie d'avance. Maintenant, il suffit juste de la mettre en place, quoi. Eh ben, avec ce programme, on va avoir du travail. Et du coup, ça me fait penser à une question qu'on a évoquée la dernière fois qu'on s'est vu. Parce que faire vivre tout ça, ça nécessite aussi du temps et de l'argent. De façon très pragmatique, hein. Ouais. Et c'est vrai que voilà, les réseaux territoriaux, on a vu que ce soit à l'Ermitage, à Marseille, au Centième Singe, et à l'archipel nourricier autour de Toulouse, c'est beaucoup de... En fait, c'est animer ces réseaux, les faire vivre et continuer à ce que les gens fassent des projets ensemble autour de... Je sais qu'il y a un projet autour de la mobilité, notamment pour essayer d'améliorer la mobilité globalement sur le département. C'est beaucoup d'investissement. Et c'est pas que de l'investissement matériel, c'est aussi du temps, c'est aussi passer de lieu en lieu, c'est aussi arriver à faire contribuer chaque lieu de façon égale, enfin en tout cas selon ses moyens, mais au réseau. Et du coup, ça, comment tu l'incarnes ou comment ça s'incarne dans le réseau TELA en particulier? En fait, aujourd'hui, ça s'incarne il y a deux phases. Il y a eu la phase de départ où il fallait avoir une sorte de prémonition sur ce qui allait être prégnant dans les tiers-lieux, un peu un feeling d'avance avec les choses. Donc une mise en place, des connexions, faire réseau, réunir les gens, administrer un réseau en collégial, donc être en fait transparent dans tout ce qu'on teste, dans tout ce qu'on met, le revendiquer. Donc se déplacer de lieu en lieu, rencontrer les gens, les mobiliser pour s'investir dans le réseau, sachant qu'ils sont déjà souvent à 150% sur leur propre boutique. Sachant que chaque boutique est complètement différente les unes des autres. Il y a des modèles privés, il y a des modèles publics, il y a des modèles privés-publics. Donc pour vous dire tout ça, en fait, il y a des gens qui ont un vrai travail et on leur demande de travailler encore un peu plus pour participer au monde de demain, quoi, en fait. Donc, c'est beaucoup d'énergie, en effet. Première phase, beaucoup d'énergie. C'est énergivore, mais parce que du coup, on aime ça. Deuxième phase, l'argent. L'argent public. Je suis
alors là je vais parler individuellement, mais je constate quand même qu'il est idéal que l'argent public serve au public. Donc, pour que les tiers-lieux vivent, et surtout, en fait, on va enlever le mot tiers-lieu, mais pour que tous ces projets-là, citoyens, puissent convenir au monde de demain, il faut manifestement, vu qu'ils animent le débat public à la place de pas mal de gens qui devraient le faire, qu'il y ait de l'argent public pour eux. Ça, c'est normal, des nouveaux services publics, tout ça. Mais par contre, il faut quand même qu'ils aient, à mon avis, une forme de solidité individuelle et singulière. Ça, c'est le plus dur, c'est de pérenniser ça, c'est de trouver les systèmes qui permettent aux lieux de subvenir à une partie de leurs besoins. Donc, je sers aussi à ça, à questionner ça, et voilà. Mais je ne sais pas là où tu voulais m'emmener, mais... Exactement là où tu es arrivé. Non, c'était... Pardon. Je voulais t'emmener nulle part, c'était juste la suite de la discussion qu'on avait eue sur effectivement l'énergie et la nécessité en fait d'avoir cette animation pour les réseaux, et le fait que ça ne peut pas relever que du bénévolat permanent de tous les lieux qui, eux, doivent se construire aussi et avoir leur pérennité, ce que tu disais, hein, leur pérennité en termes de programmation, de financement. Et leur stabilité économique, et c'est déjà un gros travail. Et c'est vrai que du coup, animer ce réseau et continuer à avoir cette dimension territoriale au-delà du lieu unique qu'on peut animer, c'est très important, et ça permet aussi de créer des liens et de renforcer. En fait, chaque lieu se renforce du fait d'être dans le réseau individuellement et apporte collectivement au réseau. Est-ce que peut-être on prendrait une question de la salle ? Bonjour à tous, Linda Rebout, moi je suis responsable d'investissement notamment sur les enjeux de tiers-lieux à la Banque des Territoires. Je m'interrogeais, merci pour toutes ces précisions sur les réseaux et la notion de faire réseau, l'importance que ça a pour les tiers-lieux. Je me demandais quelle était la bonne échelle aussi pour ces réseaux. On n'en a pas trop parlé, enfin, est-ce qu'il y a une bonne échelle ou pas, peut-être d'ailleurs, et quid des réseaux régionaux, la coopérative des tiers-lieux, la compagnie des tiers-lieux, est-ce que c'est des acteurs qui jouent un rôle structurant? Est-ce que c'est des acteurs sur qui s'appuyer, ou est-ce que les tiers-lieux se débrouillent très bien aussi entre eux? Enfin, voilà, quelques questions là-dessus. Merci. Je ne sais pas, Jean, Pierre, peut-être, ou Amandine, parce qu'à Marseille, il y a moins... Ce phénomène est peut-être un peu moins présent. Moi, pour vous répondre, je dirais que moi, je trouvais les interventions des collègues très, très enrichissantes. Moi, j'ai vraiment merci, notamment la clarté du propos sur la Creuse. Il y a nécessairement un enjeu de maturité dans le lieu, de son besoin. Où est-ce qu'il en est par rapport à ses besoins, par rapport à sa place dans le monde. Et là, le réseau peut l'amener plus loin, ou peut constituer un espace dans lequel il se trouve pas. Donc il y a un vrai sujet. Moi, vous me posez la question un peu délicate des réseaux régionaux. Moi, je considère qu'il y a eu un peu d'empressement, en tout cas sur le rapport entre les moyens et la mission. Et nous, en Hauts-de-France, on a un débat avec la compagnie des tiers-lieux aujourd'hui sur, attention, peut-être l'État a été un petit peu vite sur les réseaux. Nous, on est dans une région, et je ferai un clin d'œil aux autres porteurs de projets de réseaux de tiers-lieux sur la spécificité des histoires territoriales. La région Hauts-de-France, elle a été constituée d'une fusion entre deux régions. C'est pas gagné du tout aujourd'hui politiquement les Hauts-de-France. C'est pas gagné du tout, et ça peut être le laboratoire de la fin du système républicain. On le sait, on voit bien les rapports de force. Nous, en Picardie, je suis Picard. En Picardie, on a un sujet, on n'est pas dans la Creuse. On a une agro-industrie qui est extrêmement en difficulté. Donc nous, quand on travaille sur le terrain, de ce terrain-là, on a un sujet sur ce qu'on appelle le système latifundiaire. C'est des très très grandes fermes, c'est des enjeux d'encadrement politique du foncier qui sont millénaires, et là, c'est pas de l'agropastoralisme. La complexité de l'agropastoralisme est énorme aussi quand on fait du réseau dans des territoires qui ont été agropastoraux. Donc moi, je pense que la question anthropologique se pose sur les réseaux. Et notamment là-dessus, moi je sais que venant de l'anthropologie du développement, j'étais hier soir à Chantilly, je peux vous dire que quand vous passez de Chantilly à Soissons, il y a quand même un sujet sur la culture. Et là, effectivement, ce qui nous réunit tous en tout cas, c'est qu'il y a un vrai sujet sur la place des tiers-lieux dans la définition de la réponse aux besoins des citoyens. Et ça, on va être tous d'accord là-dessus. Nous, on se retrouve à Guise avec la compagnie des tiers-lieux. C'est assez symbolique. C'est le sud des Hauts-de-France.
c'est plus grand que nous tous, c'est le Familistère, et je pense qu'on arrivera à travailler ensemble. Moi, j'ai pas cité les collègues fondateurs d'Ambition Transition. Il y a là quand même la Maison de l'économie solidaire du Pays de Bray, enfin, c'est aussi l'Institut Gaudin. Enfin, nous, on a fondé quelque chose avec des gens qui ont une problématique de développement avec lesquels on se retrouve. Il y a également la machinerie d'Amiens et il y a la Ligue de l'enseignement de l'Oise. Enfin, là, on s'est construit sur ce projet collectif parce qu'on avait l'impression que c'est ce qui correspondait à nos besoins. Mais moi, j'ai été très, très, très sensible aux autres interventions sur ce qui se passe dans d'autres territoires. Et effectivement, la France, elle a un vrai problème entre le jacobinisme et le girondisme. Je ne vais pas refaire le monde, hein. Oui, ça va être un peu trop court pour refaire toute l'histoire, mais c'est intéressant peut-être du coup, Pierre, si tu es encore là, je pense que oui. Oui, je suis là, ouais. Parce que je sais que alors, le réseau TELA existait avant les appels à projets de l'État et tout ça, donc il y a un historique. Et par ailleurs, vu la configuration de la région Nouvelle-Aquitaine, vous êtes finalement relativement loin géographiquement du réseau régional qui est à Bordeaux. Et c'est vrai que du coup, le lien entre ce réseau régional et vous, il est peut-être plus difficile à construire étant donné l'éloignement géographique et puis la spécificité du territoire de la Creuse par rapport à la Nouvelle-Aquitaine globalement, quoi. Alors, pas du tout. C'est assez super parce que historiquement, en fait, la coopérative des tiers-lieux, je pense que c'est une des premières organisations ultra intelligentes de coopération entre des acteurs qui parlent de la même chose. Donc, niveau de langage commun et avec cette volonté d'être assez agile au fur et à mesure du temps pour s'ajuster avec ce que les tiers-lieux sont devenus. Donc du coup, ça n'a pas du tout été compliqué de rencontrer la COPE et du coup, je dirais même que ça a favorisé, ça a fini de confirmer le fait que le réseau de tiers-lieux creusois devait exister en tant que tel. Et du coup, on travaille en fait à être le relais les uns des autres. C'est-à-dire, nous, on fait remonter la donnée rurale à Bordeaux et du coup, la COPE s'ajuste avec nous et tous les autres. Donc en fait, la coopération, elle est chouette. Et même nous, on a créé des conseils coopératifs à l'intérieur de ce réseau régional, au même titre que tout à l'heure, je parlais de citoyenneté. On pense les commissions intermédiaires de citoyens pour intervenir dans les conseils municipaux. Donc si vous voulez, cette organisation, cette discussion permanente pour aller les uns vers les autres et ajuster les politiques publiques, ça, on arrive à le faire. Et même, je dirais, avec Bordeaux qui est loin, parce qu'en fait, la COPE s'est beaucoup déplacée vers nous. Donc en fait, ça, le lien, il est fait et aujourd'hui, on travaille ensemble sur les choses. Par contre, il est clair que la dimension nationale, la conception nationale, de dire les réseaux régionaux doivent exister sans se soucier des réseaux locaux, ça, c'est absurde. Parce que clairement, aujourd'hui, nous, il n'y a rien qui dit que dans 6 mois, on est encore là, le réseau TELA. Le réseau va exister, mais il n'aura peut-être plus d'animation. C'est très dommage, parce qu'en fait, ce n'est pas les copines de Bordeaux qui vont le faire pour nous. En fait, il n'y a pas de hors-sol à faire. Il faut être racinaire, utopique, mais racinaire. Et aujourd'hui, en fait, ne pas considérer les organisations locales, ça veut dire continuer à faire du développement territorial au lieu de faire du développement local. On vous dit, depuis le début, reprenons la base, reprenons les gens, c'est eux qui vivent le terrain. Donc en fait, à un moment donné, il va falloir y aller parce que il faudra que ça se fasse ensemble, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, il y en a. Les choses se passent déjà, en fait, sur le territoire. Donc il faut les cueillir maintenant, hein. Parce que là, ça peut pousser tous ensemble. Si après les gens s'organisent sans les politiques publiques, ça va être pénible. Et en plus, beaucoup plus long. Écoute, Pierre, tu viens de me faire une transition quasi parfaite pour notre prochain intervenant et qui va du coup lui-même faire la transition sur la table ronde sur l'impact. Donc, merci. Merci Pierre, merci Claire, merci Amandine et merci Jean pour ces interventions. De toute façon, la discussion va continuer, hein, parce que là, on en est à la première phase des récits de territoire, donc on aura l'occasion de rééchanger sur ces questions de réseau. Et peut-être entre nos deux tables rondes, on avait envie du coup d'entendre les transitionneurs, parce que comme Pierre l'a dit, les lieux, ça fait une partie du job, mais il y a aussi des gens. Et donc on accueille Gilles Béraud, alors qui est directeur général de Stop Exclusion Énergétique, dont on parle beaucoup en ce moment à cause et de l'actualité
en général et de votre actualité en particulier, et qui du coup fait aussi partie de l'association des transitionneurs, qui s'intéresse aussi à comment les personnes dans les territoires font pour changer les choses. Et voilà, peut-être je te laisse te présenter et puis nous faire un petit mot de transition. Bonjour à tous. Effectivement, c'est même les transitionneurs qui ont créé Stop Exclusion énergétique, un collectif aujourd'hui très très actif et malheureusement face à un enjeu sociétal où quoi qu'on fasse cet hiver, la situation sera plus mauvaise à l'arrivée. Donc c'est voilà, sujet difficile, d'autant qu'on touche ces questions climat, énergie, mais et surtout de la grande pauvreté. Merci d'abord de l'invitation, merci du travail que tu fais. Je trouve qu'on est en train de passer à quelque chose de différent là, à écouter ces expériences des tiers-lieux. Ça me rappelé une petite phrase que j'aime bien d'un architecte utopiste qui avait dit « Le chaos s'organise, un nouveau monde peut commencer ». C'est Claude-Nicolas Ledoux qui a créé la Saline Royale d'Arquet-Sénan, qui est un tiers-lieu aussi, qui fait un gros travail sur son secteur. Nous, le sujet, c'est le changement d'échelle. J'ai été assez impliqué sur pas mal de sujets de développement durable, notamment j'ai présidé le comité français pour le développement durable, mais la question, c'est comment on passe d'une bonne pratique à une généralisation, à un vrai changement d'échelle. C'est les sujets sur lesquels on travaille dans les transitionneurs, qui est animé, que je co-anime avec Richard Collin, qui est en ligne. Et donc la question, c'est celle des scénarios multi-acteurs. C'est comment on va enclencher quelque chose qui est à l'échelle. On a des enjeux sociétaux, climat, pauvreté, qui sont en train de plutôt s'accélérer. Et il n'y a jamais autant de choses qui se font, quoi. Et la question, c'est comment les courbes se croisent, tout simplement. Et nous, on a cherché comment on allait incuber ces projets, parce que tout ce qu'on fait n'est qu'une addition de projets. Et effectivement, c'est les tiers-lieux qui sont imposés. Et on a une bascule qui s'est faite, je crois, ces dernières années, et qui est de plus en plus intéressante, parce qu'on voit bien les discussions depuis tout à l'heure. On est très très loin des premiers tiers-lieux. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient peut-être nés à l'époque de la création de la cantine. Mais on faisait des lieux fermés pour se voir entre soi et on se fermait à la société, quoi. La question aujourd'hui, c'est que notre richesse, elle est à l'extérieur, elle n'est pas à l'intérieur des organisations. Et c'est là, cette question d'incubation de projet a besoin de se matérialiser et donc les tiers-lieux tels qu'ils sont aujourd'hui, enfin ceux dont on a parlé, bon, tu as compris qu'il fallait changer le nom de la maison. C'est plus territoire, c'est la banque locale. Mais c'est très intéressant ce qui a été dit. Ouais, bon, je pense que la négociation va être un peu difficile. Non, c'est extrêmement intéressant cette discussion-là, parce que c'est la question, c'est évidemment tout le monde a compris que c'est une question territoriale, mais c'est pas pareil de vivre le territoire de l'intérieur et d'essayer d'imposer une politique partout par la même. Moi, je vis dans un territoire rural dans le sud-est, enfin, moitié Paris, moitié là-bas. C'est juste deux mondes différents, quoi. La question, c'est est-ce que réellement on peut avancer? Moi, rapidement, il y a quelques points sur lesquels je voulais insister. Nous, on a développé un travail pendant plus de 2 ans qui s'appelait Faire Territoire. Certains d'entre vous y ont participé, voilà, donc peut-être qu'il faudrait faire local, ça fait plus développement durable, mais il y a plusieurs points qui en sont sortis de façon extrêmement forte. D'abord, cette question, effectivement, du dedans-dehors, où je suis de moins en moins à l'aise avec la question du mot réseau. Je préfère parler d'écosystème, parce que le réseau, c'est quelque chose qu'on maîtrise. On installe des tuyaux, puis après on les utilise. C'est fini ça, il n'y a plus de tuyaux, quoi. On est dans un métavers physique où chacun prend sa part. Aucun d'entre nous, moi j'ai initié quelques groupes réseaux, etc. dans ma vie, mais on maîtrisait les choses, on alimentait, on faisait de la plomberie. Maintenant, aucun d'entre nous peut dire qu'il maîtrise un réseau. Par contre, c'est important parce que ça veut dire d'abord, c'est extrêmement angoissant pour certains d'entre nous. Parce qu'on fait des choses, on aime bien les maîtriser. Non, là, on est dans du flux, on apporte du contenu, et les gens se l'approprient, se le transforment, etc. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a une vraie difficulté avec certaines politiques publiques, parce que traditionnellement, l'administration centralisée aime bien tout contrôler, tout maîtriser. Et on peut comprendre pourquoi, on voit bien les risques actuels, on voit les risques politiques. Vous savez, moi, je vis dans le Vaucluse à la limite de 3 départements, Vaucluse, Var et Alpes-de-Haute-Provence. Il y a une circonscription qui n'est pas au Front National. Voilà, ça met une ambiance démocratique tout de suite. Et mon député, en l'occurrence, est passé de 400 voix. Donc, ça voit, les municipales arrivent, là on parle de local,
on a quelques inquiétudes. Et or, on n'a plus de lieu d'incarnation. Et c'est pour ça qu'il faut réhabiter et l'habiter par les projets. Parce qu'en gros, il n'y a plus d'église. Moi, j'habite dans le Vaucluse. Le café, il est le même prix qu'un peu plus loin, dans le 8e. Là. Donc, vous voyez que les gamins, ils peuvent plus aller au bistrot. Et donc, on a besoin de lieux d'incarnation pour établir des projets, d'autant que le monde a complètement changé. Le deuxième point, et c'est une vraie difficulté, c'est celui de l'hybridation. On est dans des conditions excellentes ici, merci à la Banque des Territoires, mais je suppose que les Teams que vous allez faire aujourd'hui vont se passer moins bien. Parce que moi, je suis un néo-nomade, donc bistrot, tiers-lieu, ça va. Voilà. Donc, on a un vrai problème par rapport à ça, d'autant qu'on n'a pas du tout été éduqué et formé à ça. Alors, selon l'âge, moi je suis plus âgé que certains d'entre vous, peut-être d'autres sont plus vieux que moi, mais on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas eu la même intégration de notre capacité. C'est totalement épuisant pour des gens qui ne sont pas nés, qui sont pas natifs de l'hybridation, de vivre l'hybridation si on n'a pas la question technique. Et on voit bien déjà, il y a l'image qui sautait un peu tout à l'heure, c'était probablement pas ici, donc les problèmes de bande passante se posent, mais au-delà de ça, il y a une vraie question de formation, d'éducation. Moi, je suis consterné du Covid sur un plan. Côté nos espaces de travail, on a évolué, le télétravail, etc. Je ne sais pas si vous avez des lycéens, mais c'était juste la cata, quoi. Moi, j'ai une gamine qui n'a pas vu la tête d'un prof pendant des mois. Pas une fois la tête d'un professeur. Mais donc, il y a un moment, on a raté la bascule éducative là-dessus. Donc, on a encore un vrai travail à faire. En gros, pour finir, la question, c'est de renforcer les capacités. Je ne parle pas de compétences, puisqu'on ne sait pas où on va. Il va falloir être capable de jouer dans tous les univers en même temps. Et nous, c'est pour ça qu'on est en train de préparer des formations là, notamment, on a été rejoint par l'AFPA, parce que la question, c'est vraiment mettre chacun en capacité de fonctionner dans ce monde-là, mais en vivant bien, quoi. Et en intégrant ce que c'est l'ensemble des bénéfices qu'on doit engager dans les transitions, dont est très positif, et c'est aussi pour ça que je suis intéressé moi, à la précarité énergétique, c'est-à-dire il y a la question climatique, la question sociale, pauvreté, la question de l'emploi local et la question de la santé, c'est la même chose. Donc on peut rien réussir si on n'est pas capable de tout intégrer en même temps. Mais encore une fois, ça renvoie à des questions de compétences. Merci beaucoup Gilles. On va passer à la table ronde suivante, mais du coup, ça me fait une transition sur sur tous ces enjeux en fait qu'il faut maîtriser et pour lesquels il faut acquérir, du coup, tu disais des capacités et pas forcément des compétences. Et en fait, tous ces enjeux, pour voir si les tiers-lieux y répondent, il faut arriver à mesurer l'impact des actions individuelles ou collectives sur les territoires. Et pour parler de cette mesure d'impact, on va accueillir Adèle Lepage de Plateau Urbain qui pilote l'outil Commune Mesure. On va accueillir du coup sur scène Marie Floquet de Cinéoco et Cécile Guiguet de l'Institut Paris Région. Pardon. Viens ici, Cécile. Du coup, j'attendais. Viens ici. Non, Donc, une table ronde entièrement féminine pour parler de mesures d'impact, ça me fait plaisir. Je reste là quand même. Oui, mais... bonjour à toutes les trois. Alors, vous êtes dans 3 structures qui ont une approche assez différente de la mesure d'impact et pourtant qui sont réunies autour du comité de pilotage de Commune Mesure. On va peut-être commencer par toi, Marie. Je vais te laisser te présenter dans tes activités, mais Cinéoco, c'est une structure qui gère des lieux principalement à Paris. Enfin, Paris et Première Couronne, on va dire. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur justement la question de l'impact dans un territoire où il y a aussi énormément de foisonnement de lieux, la façon dont toi tu te poses, enfin dans la structure se positionne par rapport à l'impact qu'elle peut avoir sur le territoire et comment ces lieux sont sur ce sujet-là alors qu'ils sont différents avec des programmations différentes et avec des objectifs différents.
On m'entend. Merci beaucoup Audrey. Oui, alors je vais faire un petit tour d'horizon déjà de Signy et Oco pour revenir sur la structure. Donc Signy et Oco a été créé en 2008. C'est une entreprise ESUS qui gère des tiers-lieux en Ile-de-France principalement. La Cité Fertile, la Recyclerie, le Pavillon des Canaux, le Bar à Bulles et la Machine du Moulin Rouge. Agréé ESUS en 2020. 4 lieux donc en Ile-de-France, un lieu au Havre depuis le mois de juin, qui représente à peu près 735 000 personnes qui viennent par an dans ces lieux, puisque leur caractéristique principale, c'est d'être des lieux ouverts au public, avec des missions qui correspondent à la mission d'utilité sociale que nous nous sommes fixés, de faire en sorte que les gens puissent mieux vivre ensemble et plus proches de l'environnement. Et du coup, on peut dire qu'en termes d'impact, on a des objectifs déjà qui sont des objectifs de sensibilisation, notamment via la programmation, via la proposition d'une alimentation, d'une boisson responsable dans les restaurants et les cafés qui accueillent les publics. Aussi dans l'expérience qu'on peut avoir des lieux, c'est-à-dire quand on vient dans ces lieux-là, on voit du matériel de réemploi, on voit des tris la notion de tri de déchets, des bacs à compost, etc. Donc pour tous les visiteurs, il y a déjà cette notion de sobriété qui est présente dans l'espace, dans la scénographie, par les bureaux et les espaces de travail et d'expérimentation qu'on met à disposition de structures de l'économie environnementale, sociale et solidaire qui viennent travailler plutôt dans nos espaces, etc. Et sur la vie de quartier, sur la mission locale, on va dire, de chaque tiers-lieu, c'est bien sûr de s'insérer dans sa vie de quartier, à la fois avec de la convivialité, comme ça a été rappelé tout à l'heure, et des services de proximité. Au sujet de la mesure d'impact précisément, en fait, nous avons initié un travail de récolte de la donnée déjà dans un premier temps en 2020. Moi, je suis arrivée chez Signy et Oco en octobre 2019, ça va faire 3 ans, justement pour mettre en place ça, avec cette idée qu'en fait, on avait vraiment besoin de commencer à quantifier, à expliquer ce qu'on faisait, à rendre lisible quelque chose qui semblait évident finalement pour tous les porteurs et les porteuses de projets des lieux. C'est-à-dire que ce qui était décrit tout à l'heure par Pierre, cette espèce de facilité à mettre en place des choses sur la convivialité, sur des pratiques responsables ou sobres, entre guillemets, ça paraît une évidence pour les porteurs de projets qui sont animés d'une utopie, d'un enthousiasme, mais après, il faut pouvoir l'expliquer. Donc, on a commencé à recenser tout ça, et du coup, ça, on va dire, c'est le premier niveau d'impact, c'est l'impact du tiers-lieu par rapport à sa mission d'utilité sociale. Et pour vous illustrer deux chiffres, je vais vous donner 2 exemples. Par exemple, on propose dans tous nos espaces une alternative végétarienne à la carte. Et l'impact, c'est de voir chaque mois, on mesure ça, que par exemple, au Pavillon des Canaux, au mois d'août, on avait 82% des plats commandés qui étaient des plats végétariens. Donc on propose 50-50, et en fait, on constate que 82% des clients consomment une alimentation végétarienne. Donc ça, c'est un impact intéressant. Autre chose par rapport à notre mission d'utilité sociale, par exemple, on a accueilli mercredi soir à la Recyclerie, dont la mission est de sensibiliser à l'éco-responsabilité, 500 journalistes, enfin 350 exactement, plus d'autres à distance, signataires de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Et ça, c'était un événement dont on est extrêmement fiers par rapport à la mission. Ça, c'est le premier volet. Et après, peut-être ce dont on va parler ensemble, c'est l'impact par rapport à une demande d'une collectivité. C'est-à-dire comment, par rapport aux missions d'une ville, d'une municipalité, l'action du tiers-lieu arrive en complément sur des postes très clairs, qui sont l'aide aux associations, qui sont le développement économique, qui sont aussi les publics accompagnés, le travail sur le social, comment on les accueille. Et ça, on peut en parler aussi. Merci beaucoup Marie. Alors Adèle, tu travailles pour Plateau Urbain qui est, je vais reprendre ma place, tiens, qui est héritier de l'urbanisme intercalaire et provisoire. Donc vous aidez les propriétaires à trouver un usage à leurs espaces vacants, et vous aidez les gens qui ont besoin d'un espace vacant pour travailler à trouver un endroit de travail, quel que soit d'ailleurs le type de travail, quelle que soit la taille de la structure, à des prix accessibles. Vous fermez Padaf ces jours-ci, qui a été un tiers-lieu très intéressant, puisque c'était un des premiers tiers-lieux périurbains dans lesquels il y avait vraiment une large typologie d'activités. C'était vraiment un lieu intéressant. Bref, et vous avez créé pour essayer d'accompagner tout ça, un outil qui est commune mesure, que tu peux peut-être nous décrire sur les modalités, les objectifs, à qui ça s'adresse ?
Est-ce que ça marche? Oui. Oui, juste, effectivement, donc Plateau Urbain, on propose des locaux d'activité en dessous du prix du marché à des structures qui en ont besoin. Donc, c'est pas non plus tout le monde. C'est les personnes qui n'ont pas accès à de l'immobilier de bureau au prix classique du marché. Donc, on est décoté entre 30 et 70% du prix et on accueille principalement des artistes, des artisans, des associations et des acteurs de l'ESS et du social parce que on est convaincu que la mission sociale des tiers-lieux, elle est primordiale et pas du tout secondaire. Voilà. Donc, le coworking, c'est une fonction, mais c'est pas le but du tiers-lieu. Voilà. Et donc, par ailleurs, plus de la moitié des structures qu'on accueille, c'est des toutes petites structures qui n'avaient pas de locaux de travail avant d'avoir cette possibilité sur le marché grâce à l'urbanisme transitoire. Et donc, commune mesure qui nous rassemble aujourd'hui parce que toutes les personnes présentes autour de la table sont membres du comité de pilotage. C'est un projet qui est collectif parce que de la même manière que les tiers-lieux, on a la conviction qu'on est plus fort ensemble, qu'on a besoin des uns des autres. C'est pour ça que Plateau Urbain donc, a reçu en 2018 une subvention publique dans le cadre du programme French Impact et a décidé de s'en servir pour créer cet outil commun et collectif, de mettre tout un tas d'acteurs et d'actrices du monde opérationnel et de la recherche autour de la table pour se poser la question ensemble de quels sont les effets qu'on a sur les territoires et sur les personnes qui les habitent. On est persuadé qu'on en a. C'est pour ça qu'on a voulu créer cette plateforme. Mais le constat qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on manquait cruellement d'outils pour rendre compte de ces impacts-là. La définition de la valeur qui était portée par les référentiels d'impact ne ressemblait pas forcément à celle qu'on avait dans les tiers-lieux, parce que la rentabilité économique, on va dire, et la performance ne sont pas forcément les indicateurs prioritaires pour parler de la richesse qui se crée dans nos lieux. Donc on avait envie de s'outiller et de s'encapaciter sur cette question pour pouvoir créer une évaluation d'impact qui nous ressemble et qui nous permette de parler vraiment de ce qui se passe dans nos lieux et qui est peut-être principalement sur des volets sociaux, environnementaux, économiques aussi, mais ce sera toujours plus intéressant de mettre un Starbucks qu'un tiers-lieu dans un bâtiment vide, en termes de rentabilité économique. Donc c'est peut-être pas notre cœur d'impact. Peut-être qu'on peut passer les slides, je ne sais pas trop ce qu'on avait mis. Oui, voilà. Peut-être si tu peux nous expliquer rapidement, en fait, parce que Commune Mesure, c'est un peu plus une plateforme qu'un outil d'évaluation au sens strict du terme. Ouais. L'idée, c'est aussi de rassembler dans cet espace virtuel, mais avec un comité de pilotage qui rassemble beaucoup de porteurs de projets, de rassembler et de la méthode et des questionnements qui vont en gros du moment où le porteur de projet se pose la question, imagine son projet de tiers-lieu jusqu'au moment où il le fait vivre et du coup comment ça traverse aussi toutes ces étapes. Oui, donc très concrètement en fait, Commune Mesure c'est une plateforme numérique libre et gratuite qui est maintenant soutenue grâce à la Banque des Territoires et la Fondation Abbé Pierre. Le cœur de l'outil, c'est un questionnaire qui a été développé par un chercheur en sciences du territoire qui s'appelle Martin Locret, qui permet de générer automatiquement des data visualisations de certaines des données impactantes renseignées dans le questionnaire pour créer des data panoramas. Donc, je pense qu'on peut défiler, on doit en avoir... Non. Là, on a donc une cartographie de tous les lieux. Voilà, vous avez un premier visuel d'un début de data panorama. Ça, c'est Coco Velten à Marseille. L'idée, c'est que il y a à la fois cette data visualisation qui permet d'avoir un livrable de valorisation de projet pour les porteurs de projets qui puissent s'en servir pour construire son plaidoyer, parler à des financeurs, à des collectivités et au grand public aussi. Et par ailleurs, d'être vraiment une plateforme ressource sur la mesure d'impact avec des méthodologies complémentaires parce qu'un bilan d'impact visuel comme ça, c'est pas une mesure d'impact parce qu'il manque bien sûr d'interroger toutes les autres parties prenantes d'un territoire, d'un lieu. Et
ça, c'est possible donc grâce à notre partenaire Approche, qui a un atelier d'urbanisme spécialisé sur les diagnostics qualitatifs, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville. Et elles nous ont aidé à développer donc une méthodologie entière, vraiment do it yourself, qui est faisable par n'importe qui, où on prend vraiment les personnes par la main avec des livrables à imprimer à chaque étape de l'évaluation, et qui permet d'aller faire des ateliers où on co-construit la valeur avec ses parties prenantes. On vient interroger toutes les personnes sur le territoire, y compris les élus, les collectivités, pour essayer d'analyser son impact de manière intégrée. Et ça fait une espèce d'instantané, enfin en tout cas de panorama de la situation d'une structure spécifique. Est-ce que vous en extrayez aussi de l'information ou de l'analyse au niveau d'un territoire, d'un réseau par exemple, ou de tous les utilisateurs de votre plateforme? Alors c'est l'objet, c'est un des objectifs de cette plateforme, de pouvoir générer de la donnée et qui puisse servir aussi à la recherche et à l'analyse du phénomène tiers-lieu qui, on l'a dit, se consolide quand même depuis assez peu de temps en France, en tout cas à l'échelle de politique publique consolidée. Pour le moment, on a 100 lieux. Donc la plateforme, elle est en production depuis un petit peu moins d'1 an. Donc on n'a pas fait d'analyse profonde des phénomènes qui émergeaient. Et on pense peut-être que ce ne sera pas notre métier à Plateau Urbain. Enfin, on est urbaniste, architecte et opérateur de lieux avant tout. On a envie de donner cette mission-là de l'analyse de la base de données à un acteur de la recherche dont c'est le cœur du métier. Donc ce sera plutôt... ces personnes qui feront l'analyse, on va dire, de la base de données. Ce sera peut-être Cécile. Et peut-être. Du coup, c'est... Justement, on en a déjà parlé, mais... Non, c'était juste pour te présenter et puis pour dire que l'Institut Paris Région n'est pas vraiment un porteur de projet tiers-lieu, hein, contrairement à la plupart des personnes qui sont intervenues aujourd'hui. Mais il y a un rôle important de l'Institut justement dans cette question de l'analyse des données et puis du lien entre la mesure d'impact qui peuvent être faits et l'auto-évaluation qui peut être faite par les lieux et les politiques publiques, puisque du coup, il y a un accompagnement de l'Institut sur les questions de politique publique envers les tiers-lieux de la région Île-de-France. Tout à fait. Alors, en quelques mots, pour décrire l'Institut Paris Région, c'est donc une agence d'urbanisme, une agence environnementale qui accompagne les politiques publiques de la région et des territoires franciliens, donc la région Île-de-France. Donc nous, on est uniquement Île-de-France. On travaille à la fois, donc moi beaucoup sur la question d'urbanisme transitoire, et c'est par là que je suis rentrée dans la question du tiers-lieu. Mais ici, dans le public, se trouve Karine Camor qui travaille aussi beaucoup sur les tiers-lieux dans le département développement économique. En fait, nous, on est rentré sur la question de l'évaluation par l'AMI en fait, de la région sur l'urbanisme transitoire, puisque la région demandait à chaque candidat de proposer une méthode d'évaluation pour candidater. Ce qu'on voyait bien, ce qui était assez compliqué, puisque chaque porteur n'avait pas les mêmes moyens, la même vision de ses effets potentiels. Et surtout, ce qu'on voyait, c'est qu'au final, c'était très rarement mis en œuvre dans le temps, puisque quand on retournait les voir, il y avait une question de disponibilité, en fait, tout simplement de moyens humains pour faire ces évaluations. C'est pour ça que quand Commune Mesure est arrivée, on s'est dit waouh, ça va être un outil vraiment majeur pour tous ces lieux, transitoires ou pas, hein, moi je voudrais aussi souligner la qualité du travail de l'atelier Approche. Les gens qui le connaissent pas, je vous enjoins à aller voir le rapport parce que les méthodes d'évaluation, elles sont elles sont très qualitatives. Il y a vraiment des entrées par des profils, par exemple, de personnes qui, en arrivant dans le tiers-lieu, vont faire réseau, vont avoir accès à des compétences, vont se former et derrière vont, par exemple, créer leur entreprise ou faire des projets divers et variés. Et je pense qu'aujourd'hui, pour les collectivités locales, et la région y compris, la diversité des effets sociaux, environnementaux, économiques des tiers-lieux est un peu mal appréhendés, pas suffisamment, pas dans leur complexité, et pas non plus, je pense, dans des dimensions que moi je dirais un peu plus poétiques, oniriques, esthétiques. Il y a toute cette dimension-là, je pense qu'on peut retracer avec éventuellement des récits de territoire, des photos, des histoires à raconter. Et évidemment, ça peut paraître annexe, mais moi je pense que ça ne l'est pas.
puisque quand tout à l'heure, donc Pierre de Tella parlait de convivialité, je pense qu'il y a aussi vraiment toute cette dimension qui est majeure. Moi, je voudrais juste rajouter quelques commentaires. On a aussi travaillé à l'évaluation de l'AMI, urbanisme transitoire de la région, ce qui est un peu différent, pour voir comment la région réussissait à accompagner les lieux et comment on pouvait l'améliorer. Moi, j'avais jamais fait vraiment de travail d'évaluation de politique publique. Hein. C'est une méthode à part entière, très intéressante. Moi, je pensais que ça allait être quelque chose de très rigide et très ennuyeux. En réalité, ça fait l'objet quand même de terrains d'entretien hyper intéressants qui a permis de modifier le règlement de l'AMI et de l'améliorer. Mais tout ça pour dire que les questions, que les tiers-lieux aujourd'hui sont le réceptacle de milliards d'attentes des collectivités. Les tiers-lieux doivent tout faire, tout régler. Et quand même, la tâche me semble un petit peu difficile, même en réseau. Et je pense que du coup, côté collectivité, il faut réussir à se poser les questions de qu'est-ce qu'on attend, quels sont les objectifs, comment on en discute avec les porteurs de projets, pour pas non plus justement trop leur charger la barque. Et véritablement aussi se poser la question, et c'est pour terminer, de comment les accompagner dans des politiques publiques qui évidemment laissent les lieux libres mais en même temps les soutiennent, et comment accompagner en fait cette réinvention. Alors parfois un peu forcée, parce que tout à l'heure Pierre parlait de fuite des services publics, mais effectivement il y a il y a une dimension qui est de cet ordre-là. Hein. C'est pourquoi il se passe tout ça, parce qu'il y a une réinvention, forcée, mais nécessaire et positive. Mais en tous les cas, ça pose quand même beaucoup cette question de l'évolution des politiques publiques et des politiques d'accompagnement. Oui, bien sûr. Et après, on aura une question du coup en ligne. Mais... Oui, merci Cécile. Là où je souhaite intervenir, c'est pour dire qu'effectivement, quand tu parles de bien-être, de qualité de vie, c'est assez difficile, et c'est toute la notion d'impact versus la valeur monétaire, la valeur économique, donc qui est importante à apprécier. C'est la notion d'attractivité en fait pour un territoire qu'il va falloir qualifier, et qui est clé effectivement et au cœur de ce dont on parle. Et pour avoir ce langage commun, on ne peut pas se priver d'indicateurs. Donc trouvons nos indicateurs effectivement qui peuvent à la fois permettre aux tiers-lieux d'avoir leur feuille de route, d'être pilotés, de savoir où ils vont sur les demandes qu'ils ont à faire et à formuler, parce que c'est quand même important de pouvoir professionnaliser ou en tout cas écrire une langue commune pour parler même entre tiers-lieux, et puis voir du côté effectivement puissance publique comment à certains moments on y répond, à certains moments on n'y répond pas, comment on peut être aidé. Et sur cette notion de professionnalisation, c'est vraiment un enjeu de Signoco d'avoir rejoint comme une mesure en se disant voilà, à plus nombreux déjà, on fait du partage d'expériences entre pairs, entre porteurs de projets, c'est super important. Ensemble, on va peut-être aussi pouvoir aller demander de quoi être aidé sur cette mesure d'impact, parce qu'on a tout intérêt en fait à créer une espèce d'observatoire commun, partagé, qui met en lumière tout ce que font les tiers-lieux collectivement. Et je suis très heureux de t'entendre dire que la question du récit est importante pour faire effectivement montrer la qualité des situations singulières et leur impact et la richesse qu'elles créent en dehors de l'approche quantique qui est indispensable. Mais effectivement, et on est ébahi d'ailleurs quand on fait nos récits de territoire, de voir des situations qui sont extraordinaires. Voilà, donc j'étais très heureux de t'écouter. Alors, et il y a une question en ligne pour toi, Adèle, qui est, enfin pour nous tous, mais puisqu'on est tous partie prenante de Commune Mesure, mais qui est en gros, quel est l'objectif de diffusion de cette plateforme, combien d'inscriptions sont attendues à terme, enfin s'il y a un objectif quantitatif, et puis question importante, est-ce qu'il est adapté à tous les types de tiers-lieux? Alors, très bonne question. Adapté à tous les types de tiers-lieux, je pense que c'est impossible de faire un outil qui réponde aux enjeux de chaque tiers-lieu, parce que par définition, c'est un objet tellement mouvant et protéiforme que nous, on est arrivé avec notre prisme aussi de tiers-lieux métropolitains. On vient de l'urbanisme transitoire, ce qui n'est pas le cas d'énormément de tiers-lieux qui ne sont pas du tout sur ce modèle et qui sont sur des modèles pérennes. Par exemple, l'Ermitage a un très bon exemple de comment on fait pour acquérir du foncier, pour se pérenniser, etc. C'est pour ça qu'on s'est entouré de personnes qui montent des lieux différents. Commune Mesure, c'est vraiment pensé comme un commun numérique qui
s'augmente grâce aux contributions de chacun et de chacune. Du coup, dans les 100 lieux qu'on a, avec qui on échange beaucoup, qui participent à des ateliers de co-design et qui nous permettent d'améliorer la plateforme et de l'augmenter grâce aux besoins qui nous sont remontés, on a vraiment une variété dans les typologies de projets et de territoires. On a des lieux très ruraux qui sont vraiment portés par des associations avec que des bénévoles, des tiers-lieux qui sont opérés par des structures entrepreneuriales beaucoup plus conséquentes et sur des modèles complètement différents. Donc on essaye de s'adapter à tous les modèles de tiers-lieux et c'est vraiment ouvert à la contribution. On est vraiment en lien direct avec les gens qui s'inscrivent, qui utilisent l'outil, donc n'hésitez pas à venir nous apporter vos lumières sur ce qui manque. On est en train de lancer un chantier de refonte du questionnaire aussi avec Approche maintenant après 1 an de vie et de tests de ce questionnaire pour l'améliorer et améliorer le niveau de granularité, voilà, et de pertinence de certains éléments qu'on a testés qui marchent bien, d'autres qui marchent pas, qu'on va enlever. Donc vraiment, c'est le moment de venir nous apporter aussi vos lumières. Et sur l'objectif numérique d'inscrits, on n'en a pas. C'est vraiment pas ça le plus important pour nous. Enfin, c'est important que tous ceux qui veulent contribuer viennent, mais on n'a pas un objectif d'exhaustivité, aussi parce que cette catégorie du tiers-lieu, elle est la définition, elle est compliquée. France Tiers-Lieu recense en 2021 2500 tiers-lieux. Qu'est-ce qu'il y a dans cette catégorie? Enfin, voilà, bon, vous êtes libre de venir voir si vous avez l'impression de vous reconnaître dans Commune Mesure et du coup d'inscrire votre lieu. Je ne sais pas combien il y en a en France aujourd'hui des tiers-lieux, donc on n'a pas un objectif numérique précis, même si notre objectif est d'être le plus représentatif possible, donc le plus de lieux possible, bien sûr. Avec le plus de diversité, Commune Mesure va devenir un tiers-lieu à part entière. C'est un peu l'idée, c'est que le projet lui-même est dans cette logique. Ouais. Peut-être on arrive au bout de notre temps de regard croisé. Moi, j'avais peut-être juste un complément à apporter par rapport à tout ce qui s'est dit. On a beaucoup parlé des collectivités locales, de politique publique. Pour moi, la mesure d'impact, elle a aussi un intérêt parce qu'au-delà des finances publiques, elle permet d'avoir accès à de la finance privée. On a parlé de modèle économique, de viabilité des lieux, de viabilité des réseaux. Et pour moi, c'est aussi ça l'intérêt. Alors là, c'est plus ma casquette Banque des territoires qui parle. Mais c'est vrai que voilà, c'est important, pas uniquement pour les personnes publiques, on va dire, ou les institutions, la mesure d'impact. Mais c'est aussi important parce que ça donne accès pour les lieux à tout un panel d'acteurs, notamment de l'économie sociale et solidaire, qui peuvent venir investir, soutenir l'activité économique et du coup être proactifs dans ces lieux aussi et participer à ce mélange entre citoyens, collectivités locales, territoires et monde économique. Oui, j'ajouterais que c'est essentiel aussi parce que l'investissement privé garantit parfois la durabilité dans des écosystèmes politiques troubles avec des changements de gouvernance. Voilà, on l'a évoqué tout à l'heure. Il vaut mieux aussi pouvoir s'assurer une durabilité avec un modèle qui tient la route. Donc oui. Et si je peux ajouter un truc, enfin, si Commune Mesure nous a appris vraiment quelque chose, c'est qu'on était on pouvait se saisir de la manière dont on parle de nos impacts. On n'est pas obligé d'être soumis à une injonction de mesures qui ne nous ressemblent pas selon des référentiels qui n'ont pas été créés par nous. Et là, c'est vraiment le moment pour les tiers-lieux de se mettre ensemble et de dire voilà comment on va parler de notre valeur, voilà ce qu'elle est. On va parler des récits, on va parler des gens parce que c'est ça qu'on fait. Et on peut vraiment dire, y compris pour avoir accès à du financement, y compris privé, que ça va être comme ça qu'on parle de nos impacts. Et si c'est collectif, ça va marcher. Donc voilà, ensemble, on est plus fort. Et pour conclure, moi aussi, j'ai quelque chose à rajouter. Non, c'est surtout une annonce. Le 3 novembre, au Sample, à Bagnolet, il va y avoir un événement qui s'appelle le PAMFest et qui va beaucoup parler de ces questions sur le sujet de tiers-lieux, mais de façon très, très ouverte, sur les questions des territoires, sur les questions d'évaluation, sur des questions d'objectifs. Donc voilà, discussion à poursuivre. D'ailleurs, on fera une rando avec le Sample ce jour-là, à travers le territoire.
Eh ben, on va du coup remercier tous les participants dans la salle et tous ceux qui nous ont suivis en ligne. J'ai oublié de vous dire tout au début, mais c'est pas grave, je le fais maintenant, que si vous voulez continuer à suivre les événements du Hub des territoires, dans le chat, du coup, au début, vous aurez le lien pour vous inscrire à la newsletter pour ne rater aucun des prochains événements, que ce soit sur les tiers-lieux ou sur d'autres sujets. Je n'ai plus en tête quel sera le prochain événement, mais vous retrouverez tout en ligne sur le site de la Banque des Territoires, sur la page du Hub des Territoires. Merci beaucoup à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt pour la suite des Récits de Territoires.